L'île maudite, loin des côtes de Zalongo, il existait une île entourée de mystères. Appelée l'île rouge, à cause de sa terre couleur de sang, elle était évitée par les pêcheurs. On racontait qu'un monstre y vivait, capable de manipuler les marées et de dévorer quiconque s'approchait trop près. Un jour, un jeune homme nommé Nahiro, guidé par le désespoir, décida de s'y aventurer. Son village subissait une famine terrible. Les filets restaient lisses à Tovide, et les récoltes se fanaient. Les anciens racontèrent que seul le monstre pouvait apaiser les forces de la nature en échange d'un pacte. Malgré les avertissements de sa famille, Nahiro prit une pirogue et s'aventura vers l'île sous un ciel lourd de nuages rouges. Leçon, le désespoir pousse parfois à chercher des réponses dans l'inconnu, au péril de sa vie. Dès qu'il posa le pied sur l'île rouge, Nahiro sentit une présence lourde. Le sol semblait vibrer sous ses pas. Il traversa des forêts d'arbres tordus et arriva devant une immense grotte dont la bouche béante semblait respirer. Le monstre apparut, une créature gigantesque, mi-reptile, mi-humaine, recouverte d'écailles rouges. Ses yeux brillants comme des pierres précieuses fixèrent Nahiro. Sa voix grondait comme un tonnerre lointain. « Pourquoi viens-tu troubler ma solitude, humain ?» Nahiro, tremblant, répondit « Mon village est mourant, nous avons besoin de nourriture, de pluie et de poissons. Je suis prêt à tout pour les sauver. » Le monstre réfléchit un instant avant de déclarer « Je peux t'aider, mais en échange, je prendrai ce que tu as de plus précieux. Es-tu prêt à accepter ce pacte ?» Nahiro hésita, mais la vision de son village affamé le poussa à accepter. Leçon. Les solutions rapides et désespérées peuvent coûter cher, souvent plus qu'on ne le réalise au départ. Après l'accord, le monstre agita ses immenses bras griffus. Des nuages s'amassèrent au-dessus de l'île et une pluie abondante se mit à tomber. Nahiro retourna à son village pour découvrir que les rivières étaient à nouveau pleines de poissons. Les champs renaissaient et la famine était terminée. Les villageois le saluèrent en héros et Nahiro ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. Il se demandait ce que le monstre prendrait en retour. Chaque nuit, il rêvait de la voix du monstre qui murmurait « Profite tant que tu peux. Ce que j'ai donné, je peux le reprendre. Avec intérêt. » Leçon. Les faveurs obtenues à un prix caché ne permettent jamais une paix véritable. Un mois plus tard, alors que la vie semblait redevenir normale, le monstre fit son apparition dans le village sous la forme d'une tempête. Des éclairs rouges illuminèrent le ciel et la créature se matérialisa au centre de la place, effrayant les habitants. « Nahiro, il est temps de payer ce qui m'est dû !» rugit le monstre. Nahiro s'avança courageusement. « Qu'as-tu pris de moi ?» Le monstre sourit et répondit « Ton humanité. Désormais, tu appartiens à l'île. Viens avec moi ou je détruirai tout ce que tu as voulu protéger. » Les villageois supplièrent le monstre de l'épargner, mais Nahiro, rongé par la culpabilité, accepta son sort. Avant de partir, il demanda au monstre une dernière faveur, épargner son village pour toujours. Leçon. Les sacrifices faits par altruisme témoignent d'un courage exceptionnel, mais les décisions impulsives peuvent entraîner des conséquences irréversibles. Emmené sur l'île rouge, Nahiro fut transformé en gardien immortel, une créature mi-homme, mi-rocher, liée à l'île pour l'éternité. Mais il garda sa volonté et fit un pacte avec lui-même, protéger son village et tout étranger cherchant à exploiter les richesses de l'île. Des années passèrent, et Nahiro devint une légende. On racontait que le gardien de l'île rouge accueillait les voyageurs égarés, mais punissait sévèrement les avares et les malhonnêtes. Le village, protégé par ce sacrifice, prospéra pendant des générations. Leçon finale, les actes de sacrifice altruistes peuvent transcender le temps et créer des bénédictions durables pour les autres. L'histoire de Nahiro et du monstre de l'île rouge est une leçon sur les conséquences des décisions prises dans le désespoir. Elle enseigne aussi que le sacrifice pour le bien commun est une forme ultime de courage, bien que ses coups y soient souvent lourds. Dans un village paisible nommé Talamoko, où les collines étaient rouges d'argile et les rivières limpides, arriva un jour un étranger mystérieux. Il portait une robe noire et un sac rempli de curiosités scintillantes. Les villageois l'appelèrent le marchand de promesses, car il prétendait avoir un remède pour chaque souffrance. Lors d'une de ses démonstrations, il sortit de son sac un serpent façonné en argile, brillant d'une lueur surnaturelle. « Voici le serpent d'argile, un gardien ancien. Celui qui le possède n'aura plus jamais besoin de travailler, car il transformera la boue en or et guérira toutes les maladies, » annonça-t-il. Les villageois, fascinés, proposèrent des bijoux, des récoltes, et même leur terre en échange de ce trésor. Mais le marchand choisit un homme nommé Masaka, un fermier modeste, disant « Toi, je te choisis, car ton cœur est pur,
Mais souviens-toi, la promesse d'un serpent vient toujours avec ses crocs. Leçon. Les promesses trop belles pour être vraies cachent souvent un piège. Une fois en possession du serpent, Masaka fut étonné de découvrir que tout ce que le serpent touchait se transformait en or. Les pots d'argile qu'il façonnait, ses outils de travail et même les galets trouvés près de la rivière devinrent des trésors précieux. Bientôt, Masaka devint l'homme le plus riche du village. Les villageois, d'abord jaloux, se mirent à le vénérer, espérant obtenir une part de sa richesse. Il redistribuait parfois son or, mais il remarqua que le serpent devenait plus lourd et ses yeux d'argile plus brillants chaque fois qu'il accomplissait un miracle. Un soir, alors qu'il admirait sa fortune, une voix froide s'éleva dans sa hutte. « Plus tu m'utilises, plus je me nourris. Prépare-toi, car tout pacte a un prix. » Masaka sentit une sueur froide parcourir son dos, mais il ignora l'avertissement, aveuglé par sa nouvelle vie. Leçon. La richesse facile peut rendre aveugle à ses dangers. Avec le temps, Masaka commença à remarquer des changements inquiétants. Ses mains se recouvraient de fissures semblables à celles de l'argile sèche chaque fois qu'il utilisait le serpent. Sa santé déclinait, et il se mit à entendre des murmures la nuit, semblant provenir du serpent. Pire encore, les villageois, autrefois admiratifs, devinrent méfiants. Certains racontaient que leurs propres biens disparaissaient mystérieusement. D'autres affirmèrent avoir vu le serpent se mouvoir comme une créature vivante. Un jour, une vieille femme du village, connue pour ses connaissances en magie, confronta Masaka. « Le serpent n'est pas qu'un objet, c'est une malédiction déguisée. Plus tu dépends de lui, plus il te dévore. » Masaka, paniqué, tenta de se débarrasser du serpent en le jetant dans la rivière, mais il réapparut le lendemain dans sa hutte, luisant encore plus intensément. Leçon. Les possessions maudites ne s'abandonnent pas facilement. Masaka, désespéré, partit à la recherche du marchand de promesses. Il le trouva dans un village voisin, entouré d'une foule émerveillée, vendant un nouvel artefact. « Pourquoi m'avoir donné cette malédiction ?» cria Masaka. Le marchand, sans surprise, répondit calmement. « Je ne t'ai rien caché, je t'ai averti que le serpent avait ses crocs. Mais tu l'as choisi malgré tout, comme beaucoup avant toi. Si tu veux te libérer, tu dois rendre au serpent ce qu'il te réclame. » Masaka, déconcerté, demanda « Mais que veut-il ?»« Ton essence, ton âme. Si tu ne veux pas payer ce prix, alors tu dois retourner le serpent à l'endroit où il a été façonné, au cœur des collines rouges, et affronter sa véritable forme. » Leçon. La quête du salut passe par le courage d'affronter ses erreurs. Masaka entreprit un voyage difficile vers les collines rouges. Arrivé au sommet, il trouva une clairière entourée de sculptures anciennes, où le serpent commença à vibrer et à s'allonger, prenant vie. Face à lui se tenait maintenant un gigantesque serpent d'argile vivant, ses yeux rouges comme des flammes, et sa voix sifflante, remplie de colère. « Tu m'as utilisé sans réfléchir. Maintenant, rends-moi tout ce que tu as pris. » Masaka s'agenouilla et avoua ses fautes, jurant de ne plus jamais céder à l'avidité. Le serpent sembla hésiter, puis se brisa en 1000 morceaux d'argile, retournant au sol rouge des collines. Le fermier retrouva sa vie simple, mais désormais, il enseignait aux autres les dangers des promesses trop belles pour être vraies. Leçon finale. La sagesse naît de la reconnaissance de nos erreurs et de la volonté de changer. Cette histoire rappelle que l'avidité et l'impatience peuvent nous conduire à accepter des offres trompeuses, mais que le salut réside dans l'humilité et le courage de réparer nos erreurs. Au cœur de la savane africaine, un village nommé Makanda vivait dans la crainte d'une étrange légende. Chaque nuit de pleine lune, un sifflement strident résonnait dans l'air, semblant provenir de nulle part. Les anciens disaient voilà que c'était l'ombre serpentine, une créature née d'un serpent sacrifié injustement par un chasseur avide. L'ombre, invisible à l'œil nu, rampait sur la terre, cherchant à se venger de l'humanité. On disait que ceux qui entendaient son sifflement devenaient soit très chanceux, soit terriblement maudits. Un jeune berger du village, nommé Amadou, curieux et courageux, décida de découvrir la vérité derrière cette légende. Leçon. La curiosité peut être une force puissante,
mais elle exige du respect pour ce qui dépasse notre compréhension. Une nuit, alors que le sifflement se faisait entendre, Amadou s'éloigna du village avec une lanterne en main. Il suivit le son, qui semblait l'appeler, jusqu'à un grand baobab situé à la lisière d'une forêt. Sous l'arbre, l'ombre prit forme. C'était une gigantesque silhouette serpentiforme, mouvante et noire comme l'ébène, ses yeux brillants comme des braises. Sa voix, douce et terrifiante à la fois, résonna. « Pourquoi viens-tu troubler mon errance, mortel ?» Amadou répondit avec respect. « Je ne suis pas ici pour te défier, mais pour comprendre pourquoi tu nous hantes. » L'ombre rit doucement. « Je ne hante que ceux qui portent en eux l'avidité et l'injustice. Mais toi, jeune berger, tu es différent. Que cherches-tu vraiment ?» Amadou demanda comment il pouvait apaiser son courroux. Le son, le respect et l'humilité face à l'inconnu ouvrent souvent des chemins vers la vérité. L'ombre serpentine proposa un marché. « Si tu veux sauver ton village de ma colère, apporte-moi 3 objets. Une plume d'un aigle des montagnes, une pierre du fleuve sacré et un fruit du baobab maudit. Mais prends garde, car chacun de ces trésors est protégé par une épreuve. » Amadou accepta sans hésiter. L'ombre disparut, laissant derrière elle un léger parfum de cendre et un murmure. « Rappelle-toi, seul un cœur pur peut supporter le poids de ces épreuves. Le son, les solutions aux problèmes demandent souvent des efforts, du courage et une intention pure. » L'aigle des montagnes, Amadou grimpa aux falaises où nichait le redoutable aigle. L'oiseau, immense et majestueux, défendit farouchement son nid. Amadou, refusant de lui faire du mal, chanta une mélodie apprise de sa grand-mère. Ému, l'aigle déposa une plume à ses pieds. Le fleuve sacré. Au bord du fleuve sacré, il trouva une pierre lumineuse, mais le courant puissant et des esprits aquatiques tentaient de le repousser. Amadou récita une prière en offrant du lait au soleil frais. Les esprits le laissèrent passer. Le baobab maudit. Le dernier défi était un arbre qui semblait vivant. Ses branches tentaient de repousser Amadou, mais il se rappela que les légendes disaient que chanter apaisait l'arbre. Il entonna une mélodie douce, et le baobab déposa un fruit à ses pieds. Le son, la sagesse, le respect de la nature et la foi en soi sont des armes plus fortes que la violence. Amadou revint au baobab avec les 3 objets. L'ombre serpentine réapparut, plus grande et plus menaçante que jamais. Elle les observa et, dans un éclat de rire, déclara « Tu as réussi là où tant d'autres ont échoué. Pourquoi ?» Amadou répondit « Parce que je ne cherche ni gloire ni richesse, seulement à protéger mon village. » L'ombre se mit alors à rétrécir et se transforma en un serpent réel, mais magnifique, couvert d'écailles iridescentes. « Mon devoir est accompli. Tu m'as libéré de cette malédiction. Ton village n'aura plus rien à craindre. » L'ombre disparut et Amadou retourna à Makanda où il raconta son aventure, devenant une légende vivante. Leçon finale. Les actes altruistes et le respect envers les autres peuvent me briser les chaînes des malédictions. Le sifflement de l'ombre serpentine nous rappelle que le courage, le respect de la nature et l'altruisme sont des qualités essentielles pour surmonter les épreuves. Face à l'inconnu, ce sont ces valeurs qui nous sauvent. Dans le village africain de Ngalo, vivait un tisserand nommé Moussa, réputé pour ses talents exceptionnels. Ses tasses-toiles, ornées de motifs complexes inspirés des étoiles et des animaux de la savane, étaient vendus à travers les terres. Mais Moussa n'était pas un homme riche. Il vivait modestement, croyant que son art était un don des ancêtres, destiné à embellir le monde. Un jour, un vieil étranger apparut à sa porte, portant un sac rempli de fils d'or et d'argent. Il dit à Moussa, « Tisse pour moi une toile unique, une toile qui dévoile le futur. » Intrigué mais méfiant, Moussa accepta le défi,
sans savoir qu'il venait d'entrer dans un pacte étrange avec des forces bien au-delà de son imagination. Leçon: l'humilité et l'amour du travail bien fait sont des vertus précieuses, mais les défis inhabituels exigent prudence et réflexion. Moussa commença à travailler. Dès qu'il toucha les fils d'or et d'argent, quelque chose d'étrange se produisit. Les motifs qu'il tissait semblaient prendre vie. Les formes de serpents, d'oiseaux et de rivières bougeaient légèrement, comme si elles dansaient un dé sur le tissu. Plus les jours passaient, plus la toile révélait des scènes mystérieuses, des enfants jouant, une femme en larmes, un village en flammes, et enfin, un homme debout sous un arbre, avec un serpent à ses pieds. Ces images troublèrent Moussa, mais il continua à tisser, incapable de s'arrêter. Un soir, le vieil homme revint, contemplant la toile avec satisfaction. « Tu as tissé le destin, Moussa. Ce tissu montre ce qui arrivera. Mais attention, il est dangereux de jouer avec l'avenir. » Leçon: comprendre l'avenir peut être un don ou une malédiction selon la manière dont on l'utilise. Le lendemain, Moussa décida de montrer la toile au chef du village. Lorsque ce dernier vit l'image du village en flammes, il devint furieux et accusa Moussa de provoquer une malédiction. « Ton art attire les esprits mauvais. Brûle cette toile ou nous te bannirons. » Moussa, dévasté, retourna chez lui. Mais avant qu'il ne puisse détruire la toile, les enfants du village vinrent en courant. Le grand baobab était tombé, comme dans ta toile. Il réalisa alors que la toile ne causait pas les événements, mais les prévoyait. Pourtant, cette capacité attira la peur et la jalousie. Moussa, persécuté, fut contraint de fuir. Leçon: les dons extraordinaires sont souvent mal compris et peuvent susciter la peur chez les autres. Errant dans la savane, Moussa trouva refuge dans une caverne. Là, il tomba sur une étrange femme, enveloppée d'un voile scintillant. « Je suis Nyoka, l'esprit du destin, » dit-elle. « Tu as touché à la toile du destin, un artefact que seul un tisserand au cœur pur peut manipuler. Mais sais-tu ce que cela implique ?» Moussa, tremblant, répondit: « Je n'ai rien demandé. Tout ce que je voulais, c'était tisser pour mon peuple. » Nyoka hocha la tête. « Alors je t'offre un choix, briser la toile et redevenir un simple tisserand, ou la garder et porter le fardeau de lire et changer les destins. Mais sache que la seconde option attire des ennemis puissants. » Moussa choisit de protéger son peuple, peu importe le prix. Leçon: le véritable courage réside dans l'acceptation de responsabilités pour le bien des autres, même au péril de sa propre sécurité. Nyoka avertit Moussa qu'en gardant la toile du destin, il devrait faire un dernier tissage pour sceller son pouvoir et protéger le village de ses ennemis. Cela demandait de sacrifier une partie de son âme. Moussa passa 3 jours et 3 nuits à tisser sans interruption. Il incorpora ses souvenirs, ses joies et ses peines dans le tissu. Une fois terminée, la toile devint un voile magique, capable de détourner tout malheur. Il retourna au village avec ce cadeau. Bien que les villageois furent méfiants, ils acceptèrent le voile après avoir vu son pouvoir. Cependant, Moussa savait qu'il ne pouvait plus rester. Il avait donné une partie de lui-même, et son temps dans ce monde était limité. Leçon finale: les grands sacrifices sont parfois nécessaires pour assurer la sécurité et le bonheur des autres. Le tisserand et la toile du destin est une histoire sur la responsabilité et le sacrifice. Elle enseigne que les dons spéciaux doivent être utilisés avec humilité et pour le bien commun, mais qu'ils impliquent souvent un prix élevé. Dans le royaume africain d'Ikumba, une vieille prophétie circulait depuis des générations. Elle disait qu'un jour, un enfant naîtrait sous la lumière d'une lune rouge, portant un destin sacré. Cet enfant serait protégé par 3 serpents magiques, incarnation des forces primordiales de la terre, de l'eau et du ciel. Un soir, alors que la lune rouge illuminait la savane, une femme nommée Kalisa
épouse d'un humble fermier, mit au monde un fils qu'ils appelèrent Malano. Mais dès sa naissance, des choses étranges commencèrent à se produire. Un serpent noir surgit du sol, un serpent bleu apparut près de la rivière voisine, et un serpent doré descendit des étoiles dans un éclat lumineux. Les détroits reptiles encerclèrent sur la hutte, comme pour veiller sur l'enfant. Le vieux sorcier Nzoko, gardien de la sagesse ancestrale, déclara « Cet enfant est le porteur d'un grand destin, mais il devra surmonter des épreuves redoutables. Les serpents sont là pour le guider et le protéger. » Leçon. Les dons du destin s'accompagnent toujours de défis qui demandent courage et sagesse. En grandissant, Malano montra des signes d'une sagesse inhabituelle pour son âge. Il semblait comprendre les animaux, deviner les changements de la nature avant qu'ils n'arrivent, et parlait parfois comme un vieil homme. Les 3 serpents restaient Dolly toujours à proximité, invisibles aux autres, mais clairement perceptibles par l'enfant. Un jour, Malano demanda à sa mère « Pourquoi les serpents me suivent-ils » Kalissa répondit avec tendresse « Ils sont là pour t'aider à accomplir ton destin. Mais souviens-toi, ils ne sont que des guides, le choix t'appartient toujours. » Les villageois, cependant, commencèrent à murmurer. Certains voyaient en Malano une bénédiction, d'autres une menace. Quand une sécheresse frappa le royaume, beaucoup l'accusèrent de l'avoir provoqué. Leçon. Être exceptionnel attire souvent l'admiration, mais aussi la méfiance et l'envie. Craignant le pouvoir croissant de Malano, le chef du village, Kumbu, ordonna que l'enfant soit capturé et livré au sorcier Nzoko pour être jugé. Un groupe d'hommes armés s'introduisit dans la hutte de Kalisa en pleine nuit, arrachant Malano à sa mère. Mais à peine avait-il quitté le village que le serpent noir surgit du sol, provoquant un tremblement de terre. Le serpent bleu fit jaillir une rivière pour bloquer leur chemin, tandis que le serpent doré aveugla les hommes avec une lumière éblouissante. Effrayés, les hommes s'enfuirent, laissant Malano seul au milieu de la nature. Nzoko, témoin de l'événement, murmura pour lui-même. Les serpents ont choisi leur maître. Ce garçon est destiné à changer l'équilibre du monde. Leçon. Les forces de la nature protègent ceux qui sont en harmonie avec elle, mais le chemin du destin est toujours semé d'obstacles. Guidé par les serpents, Malano entreprit un voyage vers les 3 royaumes élémentaires qu'il représentait. Dans le royaume de la terre, il rencontra des créatures souterraines qui lui enseignèrent la patience et la résilience. Dans le royaume de l'eau, il dut plonger dans un lac profond pour récupérer une perle sacrée, apprenant ainsi la bravoure et la confiance en soi. Dans le royaume du ciel, il affronta une tempête et comprit l'importance de l'humilité face à des forces plus grandes que lui. Chaque épreuve renforça son lien avec les serpents et révéla un fragment de son destin. Leçon. Les grandes épreuves nous enseignent des qualités essentielles et nous préparent à accomplir notre mission. Après avoir réussi les épreuves, Malano revint à Ikumba, transformé. Les villageois, d'abord hésitants, furent de stupéfaits lorsque la sécheresse cessa subitement et les récoltes revinrent en abondance. Nzoko, désormais certain du rôle de l'enfant, déclara devant tous « Cet enfant est notre pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Traitez-le avec respect, non par peur, mais par gratitude. » Malano, humble, s'inclina devant le village et dit « Je ne suis qu'un serviteur de la terre, de l'eau et du ciel. Ensemble, nous devons vivre en équilibre avec eux. » Les 3 serpents, après avoir accompli leur mission, disparurent dans leurs royaumes respectifs, laissant Malano seul, mais plus sage que jamais. Leçon finale. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre et l'harmonie avec les forces qui nous entourent. Résumé final. Les 3 serpents et l'enfant sacré est une histoire de destin,
de défi et d'équilibre. Elle montre comment les dons du destin doivent être acceptés avec humilité et utilisés pour le bien commun, et enseigne que l'harmonie avec la nature est essentielle pour prospérer. Dans un petit village africain niché au pied d'une colline, il y avait un immense baobab au centre de la place. On l'appelait le baobab des ancêtres. Les anciens racontaient en qu'il abritait des esprits, les gardiens du village, qui veillaient sur ses habitants en échange de respect et d'offrandes. Mais certains pensaient que ces histoires n'étaient que des contes pour effrayer les enfants, jusqu'au jour où un événement changea tout. Un immense baobab au cœur d'un village africain, ses branches formant des motifs complexes sous la lumière dorée du coucher de soleil. Autour, des enfants jouent tandis qu'un vieillard raconte une histoire. Un soir, autour du feu, le vieux Memzi raconta une étrange légende. Les esprits du baobab sont protecteurs, mais ils peuvent devenir furieux si on néglige leurs offrandes. Ils parlent à ceux qui écoutent et punissent ceux qui les défient. Un jeune garçon nommé Amari, sceptique et audacieux, éclata de rire. Ce sont juste des histoires pour nous faire peur. Les arbres ne parlent pas. Mais cette nuit-là, alors que le vent soufflait à travers les branches du baobab, Amari crut entendre un murmure. Curieux, il décida de s'aventurer près de l'arbre, un baobab immense sous une pleine lune, ses branches semblant bouger comme des bras, tandis qu'un garçon l'observe depuis l'ombre avec un mélange de peur et de fascination. Amari s'approcha de l'arbre, effleurant son tronc rugueux. Soudain, un vent froid souffla et une voix grave résonna. « Pourquoi viens-tu sans offrande, petit humain ?» Le garçon recula, surpris, mais répondit avec arrogance « Je ne crois pas aux esprits, tu n'es qu'un arbre. » Les branches du baobab frémirent violemment, et une ombre massive sembla envelopper Amari. Le sol sous ses pieds se mit à vibrer et des formes lumineuses apparurent autour de l'arbre. Des silhouettes éthérées et lumineuses sortant d'un baobab, dansant dans l'air avec des motifs inspirés de l'art africain, projetant une lumière mystique. Amari regarda avec stupéfaction. Les esprits étaient bien réels, des formes éthérées, mi-humaines, mi-lumière, dansaient autour de l'arbre. « Tu es arrogant, petit garçon, » dit l'un des esprits. « Tu dois apprendre le respect. » Avant qu'Amari ne puisse répondre, les esprits entourèrent l'arbre et d'un geste collectif projetèrent une lumière intense. Amari perdit connaissance et se retrouva plongé dans un étrange rêve. Une vaste savane dorée où des silhouettes spectrales vêtues de vêtements traditionnels africains marchent en cercle autour d'un garçon endormi. Dans son rêve, Amari se trouva dans une savane dorée entourée de figures spectrales. L'un d'eux s'approcha. « Nous sommes les ancêtres de ce village. Le baobab est notre lien avec ce monde. Respecte-le et il te protégera. Oublie-le et notre lien s'éteindra. » Amari sentit un poids immense sur ses épaules, comme s'il portait les espoirs et les attentes de ses ancêtres. Une clairière mystique au centre de laquelle se trouve un baobab lumineux, tandis qu'un garçon s'agenouille avec un bol rempli d'offrandes. Quand Amari se réveilla, il était au pied du baobab. Les esprits lui donnèrent une épreuve. Il devait collecter des offrandes sacrées, du miel, des graines et une pierre précieuse et les ramener avant l'aube. Le garçon, rempli de remords, courut à travers le village et la jungle, demandant l'aide des anciens et des animaux qu'il rencontra en chemin. Un garçon offrant un bol rempli de miel, de graines et d'une pierre brillante au pied d'un baobab entouré de silhouettes lumineuses qui dansaient autour de lui. Avec le bol rempli d'offrandes, Amari retourna au baobab. Il s'agenouilla et dit « Je suis désolé. J'ai manqué de respect. Voici mon offrande pour montrer que j'ai appris. » Les esprits, touchés par sa sincérité, cessèrent à leur danse. Une lumière douce émana de l'arbre et l'un des esprits dit « Tu as appris la valeur du respect et de l'humilité. Nous te pardonnons. » Un village africain au lever du soleil, les habitants rassemblés autour d'un baobab, émerveillés par un garçon qui raconte son aventure. Quand Amari revint au village, il raconta son expérience. Les habitants impressionnés renouvelèrent les offrandes 3 à 1 au baobab et organisèrent une cérémonie pour honorer les esprits. Amari, autrefois moqueur et insolent, devint un symbole de sagesse et de respect. Un ancien baobab entouré de lumière avec des villageois rassemblés autour pour une cérémonie sous un ciel étoilé. Depuis ce jour, chaque année, les villageois célèbrent les esprits du baobab avec des danses, des chants et des offrandes. Ils enseignent aux jeunes générations l'importance de respecter la nature et les traditions afin de préserver l'équilibre entre les vivants et les esprits. L'histoire d'Amari devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que la sagesse des ancêtres réside souvent dans ce que nous tenons pour acquis. Dans les profondeurs de la savane africaine, le petit village de Kundara
vivait dans la quiétude, protégée par les récits anciens et les chants des ancêtres. Mais une nuit, alors que la pleine lune illuminait la terre comme un miroir d'argent, une ombre étrange fendit le ciel. Les villageois, pris d'effroi, virent une silhouette descendre dans les bois voisins. Elle était grande, presque humaine, mais son visage était lisse et pâle, reflétant la lumière de la lune. Les anciens, rassemblés autour du feu, murmurèrent avec inquiétude « La créature au visage de lune est revenue. Son apparition annonce toujours un grand déséquilibre. » Parmi eux, une jeune femme courageuse nommée Zina se leva. « Si cette créature menace notre village, je partirai à sa rencontre. Je découvrirai pourquoi elle est si venue. » Le son, le courage était la première étape pour comprendre l'inconnu. Zina s'aventura seule dans la forêt, portant une torche et récitant des prières pour se protéger des mauvais esprits. Les arbres semblaient murmurer autour d'elle, et une brume argentée flottait dans l'air. Soudain, elle vit la créature, une forme imposante, vêtue de longues étoffes sombres, et son visage éclatant d'une lumière douce mais envoûtante. La créature parlait, mais pas avec des mots. Sa voix résonnait dans l'esprit de Zina. « De pourquoi es-tu venue ?» Zina répondit sans trembler. « Tu es une énigme pour mon peuple. Si tu es un esprit, dis-nous ce que tu veux. Si tu es un danger, explique-toi. » La créature hésita, puis tendit une main scintillante. Zina comprit qu'elle ne voulait pas faire de mal, mais cherchait quelque chose d'essentiel. Le son, l'écoute et la volonté d'apprendre dissipent souvent la peur. La créature raconta son histoire par des visions que Zina vit défiler dans son esprit. Elle est d'arrêter autrefois un être humain nommé Ekuba, un sage du passé qui avait osé défier les lois naturelles pour chercher la connaissance ultime. En punition de son arrogance, les esprits anciens l'avaient d'insensé transformé en une entité immortelle, errant sous la lumière de la lune. Son visage, miroir de son péché, reflétait les âmes qu'il croisait, exposant leur vérité cachée. « Je ne veux ni blesser ni effrayer. Je cherche à retrouver mon humanité, mais je ne peux y parvenir seul, » expliqua Ekuba. Zina comprit que la créature portait un fardeau immense et qu'elle avait besoin de l'aide des vivants pour retrouver l'équilibre. Leçon. L'arrogance conduit souvent à la chute, mais le pardon et la rédemption restent possibles. Pour libérer Ekuba de sa malédiction, Zina devait accomplir 3 épreuves, chacune liée aux vérités fondamentales de la vie. Les esprits anciens apparaîtraient pour juger de son courage et de sa pureté. Première épreuve, la vérité du cœur Zina fut confrontée à une vision où elle voyait ses propres peurs et doutes, amplifiés par le visage lumineux d'Ekuba. Elle dut accepter ses failles sans se détourner ni fuir. Deuxième épreuve, la vérité du passé. Elle visita les ruines d'un ancien temple où Ekuba avait défié les esprits. Là, elle offrit un chant ancestral reconnaissant la sagesse des traditions oubliées. Troisième épreuve, la vérité de l'avenir. Zina dut choisir entre rester auprès de son peuple ou accompagner Ekuba dans une quête sans fin pour restaurer l'équilibre. Elle déclara « Mon destin est lié au sien, car aider l'autre, c'est nous aider tous. » Les esprits, émus par sa détermination, lui donnèrent de leur bénédiction. Leçon. Les vérités universelles, accepter son passé, embrasser ses peurs et choisir l'altruisme mènent à la liberté. Les épreuves non terminées, Zina retourna auprès d'Ekuba qui s'agenouilla devant elle. Les esprits apparurent dans un éclat de lumière et déclarèrent « Par ton courage et ta compassion, tu as restauré ce qui était brisé. » Le visage lumineux d'Ekuba s'estompa, révélant un homme humble et reconnaissant. La lune, témoin silencieuse, semblait briller plus doucement, comme apaisée. Zina guida Ekuba vers le village où les habitants d'abord méfiants l'acceptèrent grâce à son humilité retrouvée. Leçon finale, en aidant les autres
à se libérer de leur fardeau, nous forgeons des liens plus profonds et durables. La créature au visage de lune est une histoire sur la quête de rédemption, l'acceptation des vérités de la vie et le pouvoir transformateur de la compassion. Elle montre que l'équilibre peut être restauré grâce au courage et à l'altruisme. Au cœur de l'Afrique, dans la région des montagnes ardentes, une vieille légende effrayait les habitants. On racontait qu'un serpent gigantesque, forgé dans les flammes de la terre, dormait sous les montagnes. Cet être, connu sous le nom de Ngoloko, le serpent de feu, se réveillait chaque siècle, consumant tout sur son passage. Dans le village de Kibanda, un sorcier du nom de Mukali, connu pour sa sagesse et sa maîtrise des forces naturelles, étudiait les signes avant-coureurs d'un réveil imminent. La terre tremblait, des geysers de feu jaillissaient des fissures et les animaux fuyaient les montagnes. Mukali déclara aux villageois « Ngoloko était sur le point de se réveiller. Si nous ne faisons rien, il détruira tout. Je dois me rendre aux montagnes ardentes pour l'affronter. » Les villageois, terrifiés, tentèrent de le dissuader, mais Mukali, armé de sa canne ornée d'un cristal de lune, partit seul, prêt à affronter le danger. Leçon: face aux grandes menaces, le courage d'un seul peut protéger le destin de tous. Mukali grimpa les pentes escarpées des montagnes ardentes, où l'air était lourd de cendres et de chaleur. Arrivé à une grotte marquée de symboles anciens, il invoqua les esprits ancestraux pour demander leur guidance. Les esprits apparurent, sous forme de figures lumineuses, et lui dirent « Le serpent de feu est né de la colère des hommes, de leur exploitation sans fin de la terre. Pour le maîtriser, tu dois comprendre sa douleur et réparer ce qui a été détruit. » Mukali fut alors transporté dans une vision. Il vit des hommes creusant les montagnes pour extraire des métaux précieux, brûlant les forêts et empoisonnant les rivières. Ngoloko, serpent né des flammes du cœur de la terre, n'était pas un monstre mais un esprit protecteur devenu furieux face à cette destruction. Leçon: les forces destructrices de la nature sont souvent le reflet des déséquilibres créés par les hommes. Mukali pénétra plus profondément dans la montagne, où il trouva un lac de lave rougeoyant. Au centre, Ngoloko apparut, un serpent immense aux corps incandescents, ses écailles crépitant comme des flammes. Ses yeux brillaient d'un éclat terrifiant, mais aussi empreint de douleur. Ngoloko parla d'une voix grondante. « Humain, pourquoi viens-tu troubler mon repos? Veux-tu périr dans mes flammes ?» Mukali, calme mais respectueux, répondit « Je ne suis pas ici pour te combattre, mais pour comprendre. Si ta colère consume nos terres, c'est que nous avons failli à protéger ce que tu défends. Enseigne-moi ce que je dois faire pour rétablir l'équilibre. » Le serpent, surpris par ces paroles, réduisit la chaleur de son corps. Il accepta de lui accorder une chance, mais mit Mukali au défi de survivre à 3 épreuves. Leçon: la compréhension et le dialogue peuvent apaiser même les forces les plus destructrices. Ngoloko testa Mukali avec 3 épreuves pour évaluer sa sagesse, sa force et son dévouement à la nature. Première épreuve: traverser la rivière de flammes. Mukali devait franchir une rivière en fusion en utilisant seulement ses connaissances des vents et de la magie pour se protéger. Il invoqua un souffle frais qui forma un passage temporaire au-dessus des flammes. Deuxième épreuve: apaiser le cœur du volcan. Mukali descendit dans les profondeurs du volcan pour y déposer une pierre sacrée, symbole d'équilibre. En chemin, il fut attaqué par des créatures dieux de lave, mais utilisa son cristal de lune pour les calmer et leur montrer qu'ils ne venaient pas en ennemis. Troisième épreuve: offrir un pacte sincère. Ngoloko exigea que Mukali promette que les hommes cesseraient de nuire à la montagne. Mukali, conscient de la difficulté de tenir une telle promesse, offrit un compromis. « Tant que je vivrai,
je veillerai à ce que mon peuple respecte cette terre. En retour, je demande ton pardon et ta patience. » Les épreuves terminées, Ngoloko, impressionné, accepta le pacte. Leçon. Les épreuves les plus difficiles demandent de la créativité, du courage et une sincérité inébranlable. Ngoloko s'éleva dans un tourbillon de flammes, mais cette fois, sa lumière était douce et protectrice. Tu as montré que les hommes peuvent encore apprendre à respecter ce qui les entoure. Je retournerai à mon repos, mais souviens-toi, si cet équilibre est dérompu, je reviendrai. Mukali quitta la montagne, ramenant avec lui non seulement la paix, mais aussi une nouvelle sagesse qu'il partagea avec les siens. Il enseigna aux villageois l'importance de vivre en harmonie avec la nature, de ne prendre que ce dont ils avaient besoin et de toujours remercier la terre pour ses dons. Les montagnes ardentes cessèrent de gronder, et les générations suivantes se souvenaient de Mukali comme le sorcier qui avait sauvé leur terre. Leçon finale, la nature pardonne, mais elle n'oublie jamais. Il nous appartient de préserver l'équilibre pour le bien de tous. Sous un ciel étoilé de la savane africaine, un vieil homme nommé Baba Kwame, connu pour ses contes mystérieux, s'assit près d'un feu de camp. Ce soir-là, il raconta l'histoire du légendaire serpent de minuit, une créature mythique qui apparaissait uniquement lorsque la lune était pleine. On disait qu'il était le gardien des secrets ancestraux et qu'il punissait ceux qui profanaient les lieux sacrés. Une savane africaine sous une pleine lune lumineuse, un feu de camp crépitant entouré d'enfants fascinés par un vieux conteur, tandis qu'un immense baobab projette une ombre menaçante. Le serpent de minuit, disait Baba Kwame, était aussi ancien que la terre elle-même. Avec ses écailles noires comme le ciel nocturne et ses yeux rouges comme des braises, il rôdait autour des arbres sacrés à la recherche d'intrus. Personne ne savait d'où il venait, mais tout le monde savait ce qu'il faisait. Protéger les mystères de la forêt interdite. Une clairière cachée dans une forêt dense avec un baobab immense au centre, ses racines noueuses éclairées par une lumière lunaire. Une nuit, un jeune garçon nommé Kofi, curieux et téméraire, décida d'aller explorer la forêt malgré les avertissements. Il avait entendu parler d'un trésor caché au pied du grand baobab, laissé par les ancêtres. Guidé par la lumière de la pleine lune, il s'aventura dans les bois sombres, ignorant les chuchotements du vent qui semblait murmurer son nom. Un serpent gigantesque aux écailles noires brillantes, enroulé autour d'un baobab, ses yeux rouges perçants illuminant la scène. Quand Kofi atteignit le baobab, il se mit à creuser au pied de l'arbre. Mais à peine avait-il commencé que la terre trembla légèrement et un sifflement perçant déchira la nuit. Devant lui, le serpent de minuit émergea des racines. Il se dressa, imposant, et fixa Kofi de ses yeux ardents. Un jeune garçon tremblant de peur, tenant un morceau de bois pour se défendre face à un serpent colossal qui semble presque parler. Le serpent ne l'attaqua pas immédiatement. Au lieu de cela, il parla d'une voix grave et lente. « Pourquoi oses-tu troubler le sanctuaire des anciens? Réponds avec vérité, ou subis leur colère. » Kofi, tremblant mais déterminé, répondit qu'il cherchait le trésor pour prouver sa valeur. Le serpent le fixa longtemps avant de dire « Si tu veux la sagesse des anciens, tu devras d'abord prouver que ton cœur est pur. » Une lumière dorée émanant du serpent alors qu'il disparaît, laissant derrière lui un symbole sacré gravé sur le sol. Au lieu d'attaquer, le serpent fit apparaître un symbole lumineux au sol, représentant l'unité et le respect des traditions. Ce n'est pas l'or que tu devais chercher, mais la compréhension et le respect. Retourne chez toi et partage cette leçon avec ton peuple. Le serpent de minuit disparut alors dans un éclat de lumière, laissant Kofi seul mais changé. Quand il rentra au village, il raconta son histoire et devint un symbole de sagesse et de réconciliation avec les traditions ancestrales. Un village africain à l'aube, les habitants rassemblés autour du jeune garçon qui partage son expérience, avec un grand baobab visible à l'horizon. Depuis ce jour, les habitants du village respectèrent davantage leurs terres et leurs traditions, sachant que le serpent de minuit veillait toujours. On dit que ceux qui écoutent attentivement, par une nuit de pleine lune, peuvent encore entendre son sifflement protecteur. Cette histoire enseigne l'importance de respecter les anciens et les trésors non matériels qu'ils nous transmettent. Hé hé. Dans un village reculé de la forêt équatoriale, une légende persistait depuis des générations.
On racontait que, dans les profondeurs de la jungle, vivaient des créatures connues sous le nom des gardiens de l'ombre noire. Ces entités mystérieuses protégeaient une clairière sacrée où se trouvait un arbre millénaire, le Nyamen Toro, qui aurait été planté par les dieux eux-mêmes. Quiconque osait s'approcher de cet arbre sans y être appelé risquait de réveiller la colère des gardiens. Un ancien conteur assis sur une natte, entouré de villageois sous un ciel étoilé, racontant une légende, tandis qu'une jungle dense se profile dans l'ombre. Un soir, autour du feu de camp, le vieux Naba, conteur du village, raconta une fois de plus l'histoire des gardiens. Ils ne sont ni vivants ni morts, mais liés au Nyamen Toro. Ils punissent ceux qui convoitent ce qui ne leur appartient pas et guident ceux dont le cœur est pur. Parmi les auditeurs, un jeune garçon nommé Kwabena était fasciné. Orphelin et souvent marginalisé, il rêvait de prouver sa valeur. Cette nuit-là, il décida d'explorer la jungle et de trouver le légendaire arbre. Une forêt dense, sombre et mystérieuse, éclairée par la lumière tamisée de la lune, avec des cris d'animaux lointains. Au cœur de la nuit, Kwabena s'aventura dans la jungle, armé d'une simple lanterne et d'un couteau en bois. Les arbres immenses semblaient le regarder et chaque craquement de branches le faisait frissonner. Mais un étrange murmure semblait l'appeler, comme si la jungle elle-même lui parlait. Une silhouette sombre et éthérée, mi-humaine, mi-fantôme, émergeant des ombres d'un arbre avec des yeux brillants, fixant un jeune garçon. Après des heures de marche, Kwabena arriva près d'une rivière où la brume flottait lourdement. Soudain, une silhouette éthérée surgit des ombres, un des gardiens. « Que cherches-tu ici, petit humain ?» demanda la voix grave de la créature. Kwabena, malgré sa peur, répondit « Je veux voir l'arbre sacré pour prouver ma valeur. » Le gardien le fixa un instant, puis disparut sans un mot, laissant Kwabena seul, mais déterminé à continuer. Une rivière large et brumeuse, avec des pierres glissantes formant un chemin dangereux, et des ombres inquiétantes qui flottent au-dessus de l'eau. Kwabena atteignit un passage dangereux, une rivière tumultueuse, où les pierres formaient un chemin incertain. Alors qu'il avançait prudemment, des ombres jaillirent de l'eau, prenant des formes terrifiantes pour le détourner. Il faillit glisser plusieurs fois, mais il serra les dents et murmura « Je n'abandonnerai pas ». Quand il atteignit l'autre rive, les ombres disparurent, laissant place à un silence impressionnant. Une clairière lumineuse entourée de jungles denses, avec un arbre immense aux feuilles dorées au centre, rayonnant une lumière mystique. Après de longues heures, Kwabena trouva la clairière. Le Nyamen Toro trônait majestueusement au centre, ses branches semblant toucher le ciel. Chaque feuille scintillait comme si elle contenait des étoiles. Kwabena s'approcha avec révérence, mais soudain, un cercle de gardiens apparut autour de lui. Un cercle de figures sombres et imposantes, leurs yeux brillants, fixant un jeune garçon agenouillé devant un arbre sacré. Les gardiens formèrent un cercle parfait autour de Kwabena. Leur voix résonna à l'unisson. « Pourquoi es-tu venu troubler la paix de cet endroit sacré ?» Kwabena répondit sincèrement « Je ne suis ni avide ni malveillant. Je suis venu chercher ma place dans ce monde. » Les gardiens échangèrent des murmures inaudibles, puis l'un d'eux dit « Approche-toi de l'arbre et prouve ta sincérité. » Un garçon debout devant un arbre sacré, posant sa main sur son tronc lumineux, tandis que des racines brillantes s'enroulent autour de ses pieds. Kwabena posa sa main sur le tronc du Nyamen Toro. Une lumière intense jaillit de l'arbre, entourant le garçon. Il sentit une chaleur apaisante, mais aussi un poids immense, comme si les souvenirs de générations entières affluaient en lui. « Tu es digne, Kwabena » murmurèrent les gardiens. « Retourne auprès des tiens et guide-les avec la sagesse que tu as gagnée. » Un village africain au lever du soleil, les habitants émerveillés accueillant un jeune garçon entouré d'une aura lumineuse. Kwabena rentra au village, transformé. Sa présence rayonnait d'une lumière douce et les villageois, impressionnés, l'écoutèrent attentivement. Il raconta son aventure et partagea les leçons apprises. Le village, inspiré par son courage, rétablit les rituels sacrés en l'honneur du Nyamen Toro. Un feu de camp au clair de lune, des enfants écoutant un conteur qui parle d'un jeune héros et des gardiens. Des années plus tard, Kwabena, devenu un homme sage, prit la place de Baba Naba. Il raconta à son tour l'histoire des gardiens de l'ombre noire, non plus comme une légende de peur, mais comme un récit de courage, de respect et de connexion avec les ancêtres. Dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, les anciens racontaient qu'un esprit reptilien, connu sous le nom de Mlenga, hantait les rêves des villageois. Ce serpent mystique apparaissait à ceux qui portaient un lourd fardeau dans leur cœur, leur promettant des réponses.
mais toujours au prix d'un grand courage. Pourtant, peu osaient s'aventurer dans ces rêves labyrinthiques. Une case traditionnelle africaine sous un ciel étoilé, un jeune garçon assis seul près du feu, la tête baissée, avec une forêt dense à l'horizon. Un garçon nommé Kalou vivait dans le village de Niara. Bien qu'il paraisse joyeux, il portait un secret douloureux, la disparition mystérieuse de son père. Une nuit, alors qu'il fixait les flammes du feu de camp, il murmura « Père, si seulement je savais où tu étais ». Cette nuit-là, dans ses rêves, une voix douce mais sifflante l'appela. « Kalou, si tu cherches des réponses, trouve-moi dans le royaume des rêves. » Un paysage onirique africain où un immense serpent brillant, au motif inspiré de l'art tribal, glisse à travers des dunes dorées sous un ciel changeant de couleur. Kalou s'endormit et se retrouva dans un monde étrange. La savane était baignée de lumière iridescente, et au loin, il vit un immense serpent ondulant. Ses écailles brillaient comme des étoiles, et ses yeux jaunes fixèrent le garçon. « Je suis Mlenga, le reptile des rêves. Pourquoi as-tu osé m'appeler » Kalou, tremblant mais déterminé, répondit « Je cherche mon père. Il est parti il y a des années, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. » Un jeune garçon debout devant un serpent géant, entouré de tourbillons de vent et de sable, dans un désert infini. Mlenga siffla doucement. « Si tu veux des réponses, tu dois prouver ton courage. Traverse mes 3 épreuves, et je t'offrirai la vérité. Mais attention, échouer signifie rester coincé dans ce royaume pour toujours. » Sans hésiter, Kalou accepta. Le serpent ouvrit sa gueule béante, et un vortex de sable aspirant le garçon apparut. Kalou se retrouva dans un labyrinthe de dunes mouvantes où il devait suivre la lueur intermittente des yeux de Mlenga. Une jungle dense avec des arbres aux formes distordues, des ombres mouvantes et un jeune garçon avançant avec précaution. Kalou arriva dans une forêt dense et étouffante où des ombres inquiétantes semblèrent le suivre. Des voix murmurantes tentèrent de le détourner de son chemin. « Où crois-tu aller, petit garçon ?» disait-elle. Malgré sa peur, il se rappela les paroles de son père. Le courage, c'est avancer même quand on a peur. Il ignora les ombres et trouva une clairière où la lumière de Mlenga brillait, marquant la fin de la première épreuve. Une rivière africaine mystique aux eaux scintillantes, bordée de plantes lumineuses, avec un grand serpent qui attend sur l'autre rive. Pour la deuxième épreuve, Kalou arriva devant une rivière mystique. Mlenga apparut et dit « Si tu veux continuer, donne-moi un souvenir précieux. » Kalou sortit une petite figurine en bois sculptée par son père avant sa disparition. Il la tenait toujours comme un talisman. Le cœur lourd, il la tendit à Mlenga. Le serpent s'inclina. « Le sacrifice n'est jamais facile. Tu as appris une leçon précieuse. Une plaine ouverte sous un ciel orageux où un jeune garçon fait face à une version plus grande et sombre de lui-même. » Pour la dernière épreuve, Mlenga emmena Kalou dans une plaine où il fit face à une version sombre de lui-même, un double aux yeux perçants. « Pourquoi veux-tu vraiment savoir où est ton père ?» demanda la silhouette. Kalou hésita, puis répondit « Ce n'est pas juste pour moi. Je veux savoir pour que ma mère et mon village trouvent la paix. » Sa sincérité dissipa la figure sombre, et Mlenga murmura « Tu as passé mes épreuves. Viens, je vais te montrer ce que tu cherches. » Un serpent brillant encerclant un baobab immense, tandis qu'une lumière dorée projette des visions d'un homme voyageant dans une savane. Mlenga montra à Kalou une vision. Son père était vivant, mais il avait quitté le village pour explorer des terres lointaines. Il était devenu un grand guérisseur dans une communauté éloignée, incapable de revenir par peur d'être rejeté. « Il t'aime toujours, » dit Mlenga, « mais le chemin pour le retrouver dépend de toi. » Un garçon se réveillant dans une case africaine, entouré d'une lumière douce et de motifs tribaux sur les murs. Un feu de camp dans un village africain, un ancien racontant l'histoire d'un garçon courageux qui a rencontré le reptile des rêves. Au village, Kalou devint un symbole de courage et de résilience. L'histoire de son voyage dans les rêves fut transmise de génération en génération. On dit que Mlenga continue de veiller sur ceux qui osent le chercher, leur enseignant des leçons précieuses sur eux-mêmes et le monde. Cette histoire illustre la quête du courage, de la vérité et de l'amour familial, tout en honorant les traditions et croyances africaines. Dans un petit village africain niché au pied d'une colline, il y avait un immense baobab au centre de la place. On l'appelait le baobab des ancêtres.
Les anciens racontaient en qu'il abritait des esprits, les gardiens du village, qui veillaient sur ses habitants en échange de respect et d'offrandes. Mais certains pensaient que ces histoires n'étaient que des contes pour effrayer les enfants, jusqu'au jour où un événement changea tout. Un immense baobab au cœur d'un village africain, ses branches formant des motifs complexes sous la lumière dorée du coucher de soleil. Autour, des enfants jouent tandis qu'un vieillard raconte une histoire. Un soir, autour du feu, le vieux Memzi raconta une étrange légende. Les esprits du baobab sont protecteurs, mais ils peuvent devenir furieux si on néglige leurs offrandes. Ils parlent à ceux qui écoutent et punissent ceux qui les défient. Un jeune garçon nommé Amari, sceptique et audacieux, éclata de rire. Ce sont juste des histoires pour nous faire peur. Les arbres ne parlent pas. Mais cette nuit-là, alors que le vent soufflait à travers les branches du baobab, Amari crut entendre un murmure. Curieux, il décida de s'aventurer près de l'arbre, un baobab immense sous une pleine lune, ses branches semblant bouger comme des bras, tandis qu'un garçon l'observe depuis l'ombre avec un mélange de peur et de fascination. Amari s'approcha de l'arbre, effleurant son tronc rugueux. Soudain, un vent froid souffla et une voix grave résonna. « Pourquoi viens-tu sans offrande, petit humain ?» Le garçon recula, surpris, mais répondit avec arrogance « Je ne crois pas aux esprits, tu n'es qu'un arbre. » Les branches du baobab frémirent violemment, et une ombre massive sembla envelopper Amari. Le sol sous ses pieds se mit à vibrer et des formes lumineuses apparurent autour de l'arbre. Des silhouettes éthérées et lumineuses sortant d'un baobab, dansant dans l'air avec des motifs inspirés de l'art africain, projetant une lumière mystique. Amari regarda avec stupéfaction. Les esprits étaient bien réels, des formes éthérées, mi-humaines, mi-lumière, dansaient autour de l'arbre. « Tu es arrogant, petit garçon, » dit l'un des esprits. « Tu dois apprendre le respect. » Avant qu'Amari ne puisse répondre, les esprits entourèrent l'arbre et d'un geste collectif projetèrent une lumière intense. Amari perdit connaissance et se retrouva plongé dans un étrange rêve. Une vaste savane dorée où des silhouettes spectrales vêtues de vêtements traditionnels africains marchent en cercle autour d'un garçon endormi. Dans son rêve, Amari se trouva dans une savane dorée entourée de figures spectrales. L'un d'eux s'approcha. « Nous sommes les ancêtres de ce village. Le baobab est notre lien avec ce monde. Respecte-le et il te protégera. Oublie-le et notre lien s'éteindra. » Amari sentit un poids immense sur ses épaules, comme s'il portait les espoirs et les attentes de ses ancêtres. Une clairière mystique au centre de laquelle se trouve un baobab lumineux, tandis qu'un garçon s'agenouille avec un bol rempli d'offrandes. Quand Amari se réveilla, il était au pied du baobab. Les esprits lui donnèrent une épreuve. Il devait collecter des offrandes sacrées, du miel, des graines et une pierre précieuse et les ramener avant l'aube. Le garçon, rempli de remords, courut à travers le village et la jungle, demandant l'aide des anciens et des animaux qu'il rencontra en chemin. Un garçon offrant un bol rempli de miel, de graines et d'une pierre brillante au pied d'un baobab entouré de silhouettes lumineuses qui dansaient autour de lui. Avec le bol rempli d'offrandes, Amari retourna au baobab. Il s'agenouilla et dit « Je suis désolé. J'ai manqué de respect. Voici mon offrande pour montrer que j'ai appris. » Les esprits, touchés par sa sincérité, cessèrent à leur danse. Une lumière douce émana de l'arbre et l'un des esprits dit « Tu as appris la valeur du respect et de l'humilité. Nous te pardonnons. » Un village africain au lever du soleil, les habitants rassemblés autour d'un baobab, émerveillés par un garçon qui raconte son aventure. Quand Amari revint au village, il raconta son expérience. Les habitants impressionnés renouvelèrent les offrandes 3 à 1 au baobab et organisèrent une cérémonie pour honorer les esprits. Amari, autrefois moqueur et insolent, devint un symbole de sagesse et de respect. Un ancien baobab entouré de lumière avec des villageois rassemblés autour pour une cérémonie sous un ciel étoilé. Depuis ce jour, chaque année, les villageois célèbrent les esprits du baobab avec des danses, des chants et des offrandes. Ils enseignent aux jeunes générations l'importance de respecter la nature et les traditions afin de préserver l'équilibre entre les vivants et les esprits. L'histoire d'Amari devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que la sagesse des ancêtres réside souvent dans ce que nous tenons pour acquis. Au cœur de l'Afrique, dans la région des montagnes ardentes, une vieille légende effrayait les habitants. On racontait qu'un serpent gigantesque, forgé dans les flammes de la terre, dormait sous les montagnes. Cet être, connu sous le nom de Ngoloko, le serpent de feu, se réveillait chaque siècle, consumant tout sur son passage. Dans le village de Kibanda, un sorcier du nom de Moukali
connu pour sa sagesse et sa maîtrise des forces naturelles, étudiait les signes avant-coureurs d'un réveil imminent. La terre tremblait, des geysers de feu jaillissaient des fissures, et les animaux fuyaient les montagnes. Mukali déclara aux dos villageois « Ngoloko était sur le point de se réveiller. Si nous ne faisons rien, il détruira tout. Je dois me rendre aux montagnes ardentes pour l'affronter. » Les villageois, terrifiés, tentèrent de le dissuader, mais Mukali, armé de sa canne ornée d'un cristal de lune, partit seul, prêt à affronter le danger. Leçon: face aux grandes menaces, le courage d'un seul peut protéger le destin de tous. Mukali grimpa les pentes escarpées des montagnes ardentes, où l'air était lourd de cendres et de chaleur. Arrivé à une grotte marquée de symboles anciens, il invoqua les esprits ancestraux pour demander leur guidance. Les esprits apparurent, sous forme de figures lumineuses, et lui dirent « Le serpent de feu est né de la colère des hommes, de leur exploitation sans fin de la terre. Pour le maîtriser, tu dois comprendre sa douleur et réparer ce qui a été détruit. » Mukali fut alors transporté dans une vision. Il vit des hommes creusant les montagnes pour extraire des métaux précieux, brûlant les forêts et empoisonnant les rivières. Ngoloko, serpent né des flammes du cœur de la terre, n'était pas un monstre mais un esprit protecteur devenu furieux face à cette destruction. Leçon: les forces destructrices de la nature sont souvent le reflet des déséquilibres créés par les hommes. Mukali pénétra plus profondément dans la montagne, où il trouva un lac de lave rougeoyant. Au centre, Ngoloko apparut, un serpent immense aux corps incandescents, ses écailles crépitant comme des flammes. Ses yeux brillaient d'un éclat terrifiant, mais aussi empreint de douleur. Ngoloko parla d'une voix grondante. « Humain, pourquoi viens-tu troubler mon repos? Veux-tu périr dans mes flammes ?» Mukali, calme mais respectueux, répondit « Je ne suis pas ici pour te combattre, mais pour comprendre. Si ta colère consume nos terres, c'est que nous avons failli à protéger ce que tu défends. Enseigne-moi ce que je dois faire pour rétablir l'équilibre. » Le serpent, surpris par ces paroles, réduisit la chaleur de son corps. Il accepta de lui accorder une chance, mais mit Mukali au défi de survivre à 3 épreuves. Leçon: la compréhension et le dialogue peuvent apaiser même les forces les plus destructrices. Ngoloko testa Mukali avec 3 épreuves pour évaluer sa sagesse, sa force et son dévouement à la nature. Première épreuve: traverser la rivière de flammes. Mukali devait franchir une rivière en fusion en utilisant seulement ses connaissances des vents et de la magie pour se protéger. Il invoqua un souffle frais qui forma un passage temporaire au-dessus des flammes. Deuxième épreuve: apaiser le cœur du volcan. Mukali descendit dans les profondeurs du volcan pour y déposer une pierre sacrée, symbole d'équilibre. En chemin, il fut attaqué par des créatures dieux de lave, mais utilisa son cristal de lune pour les calmer et leur montrer qu'ils ne venaient pas en ennemis. Troisième épreuve: offrir un pacte sincère. Ngoloko exigea que Mukali promette que les hommes cesseraient de nuire à la montagne. Mukali, conscient de la difficulté de tenir une telle promesse, offrit un compromis. « Tant que je vivrai, je veillerai à ce que mon peuple respecte cette terre. En retour, je demande ton pardon et ta patience. » Les épreuves terminées, Ngoloko, impressionné, accepta le pacte. Leçon: les épreuves les plus difficiles demandent de la créativité, du courage et une sincérité inébranlable. Ngoloko s'éleva dans un tourbillon de flammes, mais cette fois, sa lumière était douce et protectrice. « Tu as montré que les hommes peuvent encore apprendre à respecter ce qui les entoure. Je retournerai à mon repos, mais souviens-toi, si cet équilibre est dérompu, je reviendrai. » Mukali quitta la montagne, ramenant avec lui non seulement la paix, mais aussi une nouvelle sagesse qu'il partagea avec les siens. Il enseigna aux villageois
l'importance de vivre en harmonie avec la nature, de ne prendre que ce dont ils avaient maspé besoin, et de toujours remercier la terre pour ses dons. Les montagnes ardentes cessèrent de gronder, et les générations suivantes se souvenaient de Moukali comme le sorcier qui avait sauvé leur terre. Leçon finale, la nature pardonne, mais elle n'oublie jamais. Il nous appartient de préserver l'équilibre pour le bien de tous.